Bonjour tout le monde, c'est Martin du Ludium qui fait un retour sur la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hellbringer, un jeu de Maxime Gauthier que j'ai rencontré pour la première fois au Game Over Saguenay en 2023. J'avais essayé le prototype en 2023 et il m'a recontacté dernièrement pour me donner une copie du jeu. Donc, il m'a gracieusement fait parvenir la copie gratuitement parce que j'avais déjà aimé le jeu à l'époque. Et là, il m'a donné une copie. Ça veut dire, je vais vous parler, je vais faire un survol des règles, un survol des choses. Et par la suite, je vais vous donner mon opinion, ma critique du jeu. Et c'est parti! Dans le jeu, il y a 6 personnages, les classiques. Il y a le magicien, le moine, le chasseur, le paladin, le druide et le guerrier. Quand on prend un des personnages, on va avoir des statistiques en bas ici qui vont représenter sa vie, son armure, sa vision, son nombre d'actions qu'il va avoir par tour, ses connaissances et le nombre de cartes qu'il va pouvoir repiger à la fin de la manche. Okay? Dans le fond, là, je vais juste faire un survol rapide des règles, parce que comme je vais vous dire, sur le site de Hellbringer, toutes les règles sont bien expliquées. Dans le livre des règles, on en reparlera tantôt. Mais, dans le fond, quand je vais choisir mon personnage va venir avec 2 habiletés différentes, que je vais choisir une des 2. Là, pour l'exemple, je vais prendre le bâton magique et une aide de jeu. Si je joue en mode solo, je vais avoir une habilité. Si je joue pas en mode solo, je l'aurai pas nécessairement en commençant. Parce que si je joue en mode solo, je vais pouvoir choisir le niveau 1 ou le niveau 2. Exemple, je prends le niveau 2. Et toutes les autres cartes que j'utiliserai pas vont retourner dans la boîte. Okay? Mon aide de jeu, je vais la garder avec moi, à côté de moi. Et mon habilité aussi. Là, je vais vous tourner le plateau pour vous expliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, mon personnage va venir au milieu du plateau. Mon personnage va être ici. Je vais pouvoir rajouter de l'équipement dessus. Ici, rajouter mon expérience et rajouter mes habilités pour mes connaissances. Première chose que je vais faire, c'est que en bas ici, mes stats, je vais les écrire ici en bas. OK. Et ça va être mes stats pour le début de la partie. Et on va avoir notre carte de départ en main, plus on va avoir 4 cartes du paquet ici de départ. C'est sûr qu'il y a beaucoup de hasard, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cartes, les chances qu'à toutes les parties, les mêmes cartes reviennent soient plus particulières, mais je dirais que vous avez passé un bon paquet, à peu près la moitié du paquet des cartes durant la partie. Okay? Il y a différents types de cartes qu'on va pouvoir attacher à nos personnages, et le coût des actions va être ici, à sa droite. Dans le fond, il va y avoir une couleur de bulle. Quand c'est noir, tous les personnages peuvent l'utiliser. Quand c'est une couleur, vous pouvez référer à la couleur en haut ici. Pour ceux qui sont daltoniens, il y a des petits picots qui indiquent le personnage. Comme le magicien, il y a 3 petits picots blancs. Ben ici, la bulle rouge, ben il y a 3 picots blancs pour dire que c'est le magicien qui peut utiliser ça. Ici, c'est une hache noire. Tout le monde peut l'utiliser, mais en bas ici, il y a un petit rond brun qui dit que le guerrier, c'est une de ses armes qu'il peut utiliser. Okay? Quand il y a une arme, un dessin d'armure à côté, c'est qu'on peut venir le placer sur la zone qu'on veut. Exemple, ici, j'ai mon bâton de magicien. J'ai 2 actions. Ma première action, c'est que je peux équiper mon bâton de magicien. Vu que c'est rouge et vert, je dois l'équiper sur un rouge et vert. Si ça aurait été juste rouge, j'aurais pu l'équiper sur le côté rouge ici. Et ça va me coûter le nombre d'actions qu'il y a ici. Là, présentement, la bulle est brune, donc je ne pourrais pas l'équiper sur lui. Mais si la bulle est rouge, ben là, je peux l'équiper sur lui. Si la bulle est noire, je vais pouvoir l'équiper sur lui, mais ça va me coûter 4 actions l'équiper. Mais là, j'en ai juste 2, donc je peux pas l'équiper pour l'instant. Mais ici, ça va me coûter 1 action l'équiper. Quand on va équiper notre arme, on va pouvoir l'utiliser pour le combat immédiat. Les parchemins vont venir sur le côté.
ça va me coûter le nombre d'actions. Donc, je ne pourrais pas utiliser ça présentement parce que c'est 3 actions et j'en ai 2. Sinon, 0 d'action, c'est un élixir. Je pourrais venir la mettre en haut ici pour l'utiliser. Ou il y a des objets enchantés que je peux enchanter mes objets. Donc, je pourrais venir enchanter mon bâton magique ici pour 0 action. Et ça va augmenter ma pige de cartes que j'augmenterai à 6. À la fin du tour, je pourrais remonter ma main à 6 cartes. Dites-vous que plus que vous piochez de cartes dans votre tour, plus que vous allez vous rendre vite à la fin pour tuer le boss. Mais si vous allez trop vite, vous n'aurez pas le temps de vous équiper et ça risque d'être une mort assez fatidique. Okay? Dans le fond, mon personnage qui a 3 de vision va pouvoir attaquer les créatures qui sont ici. Si ma vision est égale au niveau de la créature, je vais pouvoir l'attaquer. Ça veut dire que je pourrais prendre mon bâton, faire 2 dés rouges, 2 dés verts, et il faut que je pogne un total de 15 parce que j'ai rien qui passe au travers de son armure. Je vais lancer les dés. J'ai 25, je tuerai la créature. Okay? Celle-là, je peux pas l'attaquer parce que sa vision est à 4. Et moi, j'ai une vision de 3. Ça veut dire que je peux pas attaquer lui encore. Mais tout ça se modifie. Aussitôt que je vais tuer une créature, je vais la récupérer, puis je vais venir la mettre dans mes points d'expérience sur le côté. Soit plus 5 en cœur, de cœur, plus 10 d'armure, plus 1 de vision, plus 1 d'action, ou plus 1 de connaissance sur mon parchemin ici. Comme là, j'ai une vision de 4. Si je mets mon bonhomme avec mon XP ici, ben là, ma vision va tomber à 4. Et automatiquement, lui va devenir visible pour moi, donc il va tomber dans la section ici. Et le prochain tour, je vais pouvoir l'attaquer. Quand j'aurai fini toutes mes actions, ça va être au tour des créatures à m'attaquer avec leur nombre de dommages. Comme lui, il m'attaque à 4 dés. Je pourrais utiliser ma potion pour dire que son effet, il m'attaque pas. Sinon, il va m'attaquer à 4 dés. Il fait 10, 20, 30. J'ai 35. Donc, il ne m'a pas tué. Parce qu'il faut que je fasse le total ou plus de dommages. J'ai pris un risque, mais j'ai survécu. Et là, le prochain tour, je vais pouvoir l'attaquer, vu qu'il est dans mon champ de vision. Je vais pouvoir m'équiper avec des nouveaux équipements, puis pouvoir augmenter ma force d'attaque pour le tuer. Et ainsi de suite. Là, il va mourir. Là, il y a d'autres créatures qui vont apparaître. On va piocher des cartes ici qui vont nous faire avancer dans l'aventure. On va avancer dans les scénarios. Le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va aller... Là, présentement, on commence dans le cimetière. Il y a des habiletés qui sont écrites ici. Il faut faire qu'est-ce qui est écrit dessus. Et au fur qu'on va avancer, la crypte, tous les monstres qui vont sortir vont avoir plus 1. Après ça, il va y avoir la caverne. Les monstres vont avoir plus 2, plus 3 de yeux, plus 4 de yeux. Et dépendant des scénarios, dans le livre de scénarios, il va y avoir des actions différentes qui vont se passer au même moment. Si à tout moment, on reçoit plus de dommages que nos points de vie, que nos blessures, nos cœurs, on meurt automatiquement. En mode solo, c'est de valeur, mais il n'y a pas rien de spécial. Sinon, si on joue en coop, l'autre adversaire peut prendre une action pour essayer de nous ressusciter, ou il y a des objets magiques qui vont faire qu'on peut ressusciter les autres joueurs. Quand tu joues en solo, c'est un petit peu plus complexe que ça. OK? Et il y a comme 2 boards ici. Il y a 3 sections dans le board. La première section, c'est qu'est-ce qu'on voit. La deuxième section ici, c'est quand on va jouer en coop. On va la mettre parce que certains joueurs vont voir ça dans l'ombre, puis les autres les verront pas. Ça veut dire que si moi j'ai 4, puis l'autre il a pris le chasseur le chasseur il a 4 de vision, mais si tu prends le moine qui a 3 de vision, puis moi là présentement j'ai 4, ben la dernière créature qu'on a tuée, ben il serait ici à 2 joueurs. Parce que moi je le vois, mais lui il le voit pas. Puis en mode solo, ben on enlève la section ici, puis ça va faire une plus petite section comme ça. Et si on est solo, ben soit qu'ils sont dans l'ombre ou qu'on les voit. Puis quand on va arriver à la fin du scénario, dépendant du scénario qu'on a pris, le tome 1, 2, 3, 4, 5, en mode solo, il y a juste 3 tomes, c'est-à-dire 1, 2, 3. Et on va affronter le dernier monstre qui va être ici. Le dernier monstre, le boss qu'on peut dire, il est beaucoup plus fort, mais notre personnage devrait avoir évolué. Et faut battre le côté A. Quand on a battu le côté A, il va tomber sur le côté B, il faut le rebattre une deuxième fois. C'est ça en gros pour un survol des règles.
je vous reviens avec ma critique personnelle. Je vais vous donner mon opinion personnelle de Hellbringer. Étant un grand fan de jeux de donjons et dragons et d'aventures dans les enfers, les catacombes, les souterrains, ce jeu-là est venu me chercher vraiment. Parce que le jeu, il fait penser beaucoup à la thématique Diablo. Pour ceux qui ont dû jouer à Diablo, quand vous allez jouer, vous allez voir, vous allez reconnaître des mécaniques. Maxime Gauthier se cache pas qu'il s'est inspiré du jeu pour faire le jeu. Il a même fait des trames sonores dans le livre de règles, ici, juste au début. Non, pas dans le livre de règles, mais dans le livre des campagnes, il y a un code QR à scanner et ça va vous amener directement sur le site internet de Hellbringer. Il y a toutes les informations pour le jeu, toutes les vidéos que Maxime a faites pour les règles sont toutes là. Sur le site, vous pouvez même acheter le jeu. C'est très bien fait, vous ne pourrez pas vous tromper. Puis mon opinion personnelle pour ce qui est du jeu. Étant fan, comme je vous ai dit, de jeux de rôle, ce jeu-là, il venait me chercher beaucoup. Il m'intéressait vraiment parce que, à un moment donné, quand tu y es, tu n'as plus le temps de jouer à Donjons et Dragons. Et installer le jeu, au début, c'était un petit peu plus compliqué, mais après 2-3 fois l'avoir installé, le jeu s'installe vraiment rapidement, en 15-20 minutes. Faire le setup pour chaque scénario différent ou pour chaque chose. Je voulais spécifier, j'ai joué 5 fois au jeu, une fois au Saguenay, deux fois en solo, puis une fois avec un ami qui est habitué à des jeux de fantasy, puis une fois avec ma conjointe qui n'aime pas les jeux de fantasy. Je voulais vraiment l'essayer avec elle pour voir son opinion personnelle. Pour ce qui est du temps, 15-20 minutes passer le jeu, je trouve ça super. Ça va très bien. Le temps de jeu, par contre, sur la boîte, c'est 45 minutes par personne. Je dirais peut-être plus 1 heure, 1 heure et quart par personne. Même le premier scénario, ça m'a pris 1 heure et demie à le jouer. C'est sûr que je n'étais pas nécessairement très habitué avec les choses, mais le temps de jeu, c'est un petit peu plus que 45 minutes. C'est sûr que plus que ça va aller, plus que vous êtes habitué, plus que ça va aller vite. Ça, c'est pas un problème. Je vous dirais, côté esthétique, les dessins, les graphiques sont écœurants, sont superbes. Les artistes qui ont fait les dessins sont vraiment très bien. Si on va sur BGG, par contre, il y a juste le nom de Maxime qui est dans les illustrations. Mais si on regarde en arrière du livre de campagne, tous les artistes sont écrits ici. Illustration, Ooki, Max Durand, Shiderdima, Tromting Chingi, excusez pour la prononciation, puis Maxime Gauthier. On m'a dit que ces personnes-là sont pas sur BGG, à part Maxime. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu mettre le lien dans le BGG. Mais il y a quand même 5 artistes autres que incluant Maxime, il y a 5 artistes qui ont fait les dessins. Puis je vous dis, moi, je les trouve super beaux, ils sont écœurants. Les amateurs de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle, vous allez regarder les images, puis ils sont vraiment belles quand vous allez affronter les démons dans les enfers. C'est super. Okay? C'est assez facile de jouer. La seule chose qu'il y a, excuse-moi Maxime, les règles sont pas très très claires dans le livre. J'ai lu le livre, j'ai lu les règles et je l'ai relu une deuxième fois parce qu'il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Mais sur le site de Hellbringer, il y a des vidéos explicatives de Maxime. Puis Maxime est facile d'accès. Vous allez sur son site, vous allez sur la page Facebook du jeu. Il va toujours répondre à vos questions si vous avez des questions. J'avais des petites questions sur certaines règles. J'y écrivais. Dans la même journée, il me répondait. Ça répondait à mes questions. Juste que le livre de règles est pas très clair. Si vous n'êtes pas habitué à des jeux comme ça, vous allez avoir beaucoup de misère à lire ça. Mais si vous vous référez aux vidéos qu'il y a sur Internet, tout va bien s'arranger. Puis après ça, la mécanique est fluide. Puis ça se joue super bien. Mais le livre de règles serait peut-être à refaire. Et il y a une petite carte d'aide ici. C'est toutes les icônes qu'il y a dans le jeu. Et il y a un aide-mémoire pour certaines actions, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Et les icônes, parfois, oui, ça vous dit que c'est un démon. Ça vous dit que c'est une attaque, ça attaque tout le monde. Mais il y a certains icônes qui sont pas là, qui sont sur certaines choses.
Là, il faut que tu ailles voir dans le livre l'icône, mais après que tu as connu une fois l'icône, tu vas comprendre le mécanisme. Pour les scénarios, on peut enregistrer nos scénarios 1, 2, 3 jusqu'à 9. Quand on va aller faire les scénarios, on va cocher, puis on va gagner des bonus ici, sur la carte. Mais des fois, je regarde les bonus, puis je ne comprends pas c'est quoi les bonus. Et il n'y a aucune aide de jeu pour ces bonus-là. Ça veut dire ça, il va falloir que je contacte Maxime pour voir ça. Parce qu'une aide de jeu, ou juste faire une feuille avec toutes les icônes, un bref descriptif pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais le scénario, il est tout écrit ici. Les autres sont de l'autre côté, mais il n'y a pas de descriptif pour les icônes ici. Ça, c'est un petit hic qui manque, là. Comme j'ai dit, mécanique de jeu, c'est simple. Comme j'ai expliqué tantôt dans les choses, vous avez des équipements qui vont se coller aux items. Puis vous savez, si c'est gauche-droite, ça prend les deux places. Il va y avoir des objets magiques qu'on va pouvoir accrocher après. Des items, puis ça va renforcer nos personnages. Le fait de prendre un crayon feutre effaçable et d'écrire les chiffres en bas, c'est vous écrivez vos chiffres en bas, et par la suite, si c'est modifié par un nouvel objet, vous effacez, vous allez avoir vos vies, vos armures, vos visions, les actions, vos connaissances, le nombre de cartes que vous allez piger. À chaque fois que ça va être modifié, vous allez l'effacer. La seule chose, quand on vient pour effacer avec la petite éponge, le blanc qui est dedans fait comme une petite poudre blanche. Moi, mes tables sont noires, ça apparaît beaucoup. C'est-à-dire, il faut juste se nettoyer comme il faut après. Mais à part ça, le mécanique, ça fonctionne super bien dans le jeu. Tout s'embrique facilement. Puis après 2-3 parties, c'est très, très fluide. Tout s'arrange super bien. L'immersion, pour ceux qui ont joué à Diablo, ils vont comprendre le système que quand tu tues un monstre, ça va te donner des points d'expérience, puis qu'à la fin de ton tour, tu vas récolter des loots, en anglais qu'on appelle, des butins. Puis les loots, on va les récupérer par le nombre de cartes qu'on va pouvoir piger à la fin. Quand on va tuer les monstres, ils vont venir nous donner de l'expérience sur le côté. Puis ça va faire évoluer notre personnage dans ses forces, ses habiletés, ces choses-là. La mécanique est très simple. Comme je dis, quelqu'un qui a déjà joué à Diablo, à des jeux semblables, va comprendre le principe des points d'expérience qui donnent des habiletés. Dans beaucoup de jeux de rôle, c'est comme ça aussi. C'est pour ça que ça vient me chercher. Je le trouve vraiment très simple dans sa mécanique de faire des points d'expérience. Pour l'immersion, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, sur le site de Hellbringer, vous avez accès à de la musique créée par Maxime, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est Maxime qui les a créés. Parce que Maxime, il a tout créé le jeu de A à Z. Il l'a tout fait lui-même. Il y a juste certaines images que c'est pas lui qui a dessiné. L'immersion avec la musique, en plus, c'est de la musique de Diablo qui joue en arrière. C'est vraiment nice. C'est vraiment cool pour ceux qui connaissent le jeu. Puis, sa rejouabilité, moi, présentement, comme je dis, j'ai joué 5 fois. Il y a beaucoup de cartes items ici de disponibles. Puis chaque personnage de départ avait 2 items disponibles de départ puis des habiletés différentes. Quand vous... je dirais que peut-être qu'à peu près, là, ça fait 5 parties que je joue. Ça, la partie que j'ai jouée quand j'étais au Game Over Show en 2023, je me souviens vraiment pas les cartes que j'avais vues. Mais il arrive régulièrement que c'est les mêmes loots qui reviennent, les mêmes trésors qui reviennent. C'est pour ça qu'il y a 2 extensions dans la boîte de départ. Il y a 2 extensions. Il y a l'extension quête et événements que j'ai pas encore essayé, mais qui a l'air vraiment intéressante. Et il y a butin et marchand. Ça, c'est comme des objets rares et précieux qu'on peut récupérer. Ça, c'est les 2 premiers scénarios, je ne l'avais pas utilisé. Puis après ça, j'ai commencé à l'utiliser, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les butins, on va récupérer de l'or, puis il y a un marchand qui passe de temps en temps dans un portail, puis on peut acheter des objets rares uniques. Qui est vraiment intéressant. C'est ça, pour les cartes, ça se peut qu'ils reviennent souvent, mais côté rejouabilité, chaque scénario, les 9 scénarios sont différents. J'ai essayé juste un scénario pour l'instant, mais c'est vraiment super. Il y a une version solo, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. En version solo, je l'ai joué 2 fois, comme je l'ai dit. À date, ça le jouait super bien. J'ai essayé à chaque fois que je jouais des personnages différents. Première fois, j'ai pris l'archer. Deuxième fois, j'ai pris le guerrier.
Et je pense que c'est les deux personnages un petit peu plus forts dans le jeu. Le druide, je crois que c'est le moins puissant parce que lui, il va être surtout bon avec des familiers. Puis je trouve qu'il en manque peut-être un peu, ou des fois, c'est le fait de piocher des cartes, il y a du hasard. Okay? Puis il y a le hasard des dés aussi quand il vient le combat. Je veux dire, pour moi, ce jeu-là, c'est vraiment un très bon jeu pour moi. Il plaira pas à tout le monde, mais comme je vous dis, essayez-le. Si vous êtes un joueur solo, vous avez déjà joué à Diablo, je suis sûr que vous allez adorer les mécaniques. La seule hic, vraiment, le livre de règles. Lisez les règles. Puis si vous avez des accroches, allez voir les vidéos sur Internet, puis sur le site. Et je vais mettre le lien en commentaire en dessous pour son site de Hellbringer. Et si vous avez des questions, vous écrivez à Maxime, il va se faire un plaisir de vous répondre. Présentement, le jeu est simplement disponible sur eBay. Il faut vous passer soit par eBay, vous marquez Hellbringer, ou vous allez sur le site de Hellbringer via le code QR qu'il y a dans le livre ou sur Internet, ou via la page Internet, puis vous pouvez acheter le livre. Maxime Gauthier a fait sa propre maison d'édition, qui est les éditions Smash. C'est pour ça qu'il a tout fait lui-même de A à Z dans le jeu. C'est un jeu qui a été sur Kickstarter, qui a été kickstarté, puis il a eu ramassé de l'argent, puis le jeu il est sorti cette année. C'est sûr que lui, vu qu'il est indépendant, puis qu'il n'y a pas de grosse compagnie qui vient le supporter dans ça, le jeu coûte nécessairement un petit peu plus cher, mais la qualité des bois, les bois sont comme les dés sont en bois, pas en plastique. Les cartes sont assez bonne qualité. J'ai joué 5 fois avec, comme j'ai joué 4 fois avec, je veux dire. Et les cartes sont même pas encore maganées, mais je vais pas seulement le sliver parce que les cartes sont minces un peu. Puis il y a un contour noir. Des fois, un contour noir, ça se magane assez vite, mais les cartes, on les manipule pas beaucoup. On va les mettre sur notre plateau, on va en garder quelques-uns dans nos mains. Puis ils se maganent pas. Et le plateau pour de carton, pour les personnages, puis tout ça, il est très épais. Il cassera pas tout de suite. Puis je l'ai sorti, il s'en bouffe facilement. Puis même après 4 fois l'avoir joué, il s'est même pas brisé. C'est-à-dire, tu l'emboîtes une fois, puis il va tenir. Petite bémol, les cartes, j'ai hâte de l'essayer avec des cartes slivées. Quand on le met sur notre plateau notre petit plateau ici, là, il glisse. C'est-à-dire, un petit coup de vent, on l'accroche, oups, voilà, la carte est partie. Et c'est peut-être juste un petit défaut, mais pas seulement qu'avec les sleeves, la statique va faire qu'il va coller un petit peu plus sur le plateau. C'est-à-dire, mon opinion pour Hellbringer, j'y donne facilement un 8.5 sur 10. C'est mon jeu préféré à date que j'ai joué cette année. Surtout, je peux jouer tout seul, en coop. Puis si j'ai rien à faire, je le sors 15 minutes. 1 heure, je fais un scénario. Puis je range le tout après. Puis je peux même le laisser sur la table pour une prochaine partie. Et voilà, c'était Hellbringer. Allez voir le site Internet et la page Facebook pour encourager Maxime Gauthier, un auteur québécois d'ici, qui a fait son jeu 100% québécois, sauf qu'il est imprimé en Chine, comme la majorité des jeux. Et merci, et à la prochaine.